Bien, alors vous voulez qu'on parle des objets. Euh, Écoutez, vous savez, la technologie a été en ethnologie de la France, dans l'ethnologie française plus exactement, quelque chose d'important. Avec de grands maîtres, le roi Gourand, mais aussi Charles Parrain, Lucien Bernot, et j'en passe, et des meilleurs. Contrairement à ce qui se passe en anthropologie anglaise ou américaine, où l'intérêt pour les objets, les techniques du moins, euh, est partagé surtout par des archéologues et où la technologie, à vrai dire, est une sous-discipline de l'archéologie. Alors, par ailleurs, quand on prend le monde contemporain, on est un petit peu désarmé. Parce que nos maîtres, le roi Gourand, Charles Parrain, etc., nous avaient appris à étudier des processus opératoires, des ensembles de gestes, d'outils pour transformer un produit, une matière brute, en matière travaillée. Mais quand vous vous trouvez face au monde industriel, que faire? Vous allez décrire la fabrication d'une voiture? Non. Puis avec ça, les ingénieurs connaissent beaucoup mieux le processus opératoire que nous. Et puis c'est plus, si vous voulez, cet objet fait main qui porte la trace d'un savoir transmis, etc. Or, quand on s'est occupé de techniques ou d'objets, on se dit, bon, bah, alors peut-être l'usage des objets, et non plus leur fabrication. C'est un peu le point de vue qui a été pris par l'anthropologie nord-américaine et anglaise. Donc, on avait d'un côté des ethnologues français qui s'intéressaient au processus opératoire, mais ça allait bien quand il s'agissait d'artisanat ou quand il s'agissait d'agriculture et de techniques agricoles qui étaient utilisées, ou bien alors d'anthropologues anglo-saxons qui s'intéressaient à l'usage des objets. Donc, les ethnologues français ont été un petit peu désarmés, d'abord, face à ce monde industriel, fait de plein d'objets d'ailleurs, parce qu'il y en a partout. Mais ils ne savaient plus quoi faire exactement. Alors ils se sont repliés sur de petits secteurs de fabrication d'objets artisanaux, comme la haute couture, comme des fabrications de fromages spécifiques, etc. Où là, il y avait quand même tout un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui intervenaient indépendamment du savoir de l'ingénieur. Alors, en introduisant le concept de carrière d'objet, on a eu l'intention, c'était avec Denis Chevalier à ce moment-là, de montrer à la fois les processus de fabrication, mais en même temps les usages, et donc la carrière des objets, et non plus simplement le processus de fabrication ou l'usage, comme pouvaient le faire les ethnologues anglais ou américains, mais quelque chose donc qui combine un peu les deux et qui ne fasse pas oublier l'importance des processus opératoires qui sont quand même en amont et qui recoupent l'étude technologique telle que l'avaient développée nos maîtres, mais sur des objets qui étaient plus facilement étudiables que la fabrication industrielle. Alors évidemment, cette multitude d'objets pose toute une série de problèmes, et des problèmes notamment de conservation. Moi, ce qui m'avait frappé, j'étais allé il y a quelque temps au musée de la vie wallonne à Liège. Et là, bon, il était remarquable, ce musée, intéressant. Mais, si vous voulez, ce qui me frappait, c'est qu'il voulait montrer ce qu'était la vie contemporaine. Alors, ça allait très bien quand il montrait les mines et le travail des mineurs.
Mais il y avait aussi rassemblé un peu tous les objets que nous côtoyons jour après jour. Ça allait de l'épluche légumes au couteau, au verre, au plateau, enfin bref, à tout ce qui nous entoure, au rasoir électrique, etc. Et donc, je me disais, mais est-ce qu'on peut véritablement embrasser à tel point tous les objets qui nous entourent et que nous utilisons quotidiennement? Donc, peut-être qu'il y a une voie moyenne qui consiste là à prendre en compte simplement les objets qui révèlent le mieux l'état de nos sociétés plutôt que la totalité même des objets. Donc, étudier des carrières d'objets, mais des carrières d'objets symboliques et qui nous renseignent sur nos modes de vie mieux que d'autres. Donc, d'où, si vous voulez, le souci de ne pas se borner simplement soit à la fabrication soit au processus opératoire, soit au contraire à rassembler tous les objets qui nous entourent. Alors, ces objets, en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment ils peuvent être relancés. Des objets traditionnels que nos grands-pères utilisaient, comment tout à coup on peut relancer des objets dans un monde industriel qui va au contraire vers une espèce de standardisation des modes de vie et des objets que nous utilisons. D'où l'idée de relance, en effet, avec ces relances, si vous voulez, assez spectaculaires que l'on voit aujourd'hui dans le monde européen, avec des objets qui aujourd'hui ne servent plus à rien et qui sont relancés, n'est-ce pas, comme par exemple les bouilloires pour chauffer les lits, mais qui sont utilisés comme objets de décoration. Bref, toute une série d'objets, si vous voulez, qui ont disparu, mais qui sont réinventés avec d'autres fonctions. Ça a été aussi l'objet d'une recherche et d'un livre collectif sur l'ethnologie des relances, précisément de ces relances d'objets qui n'avaient plus cours dans la vie contemporaine. Si vous voulez, l'objet est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, et toujours prendre en compte. Je me suis battu contre la notion de patrimoine immatériel. J'ai trouvé ça complètement absurde. Alors, quand on regarde ce qui nous est dit du patrimoine immatériel, et quand on regarde les réponses aux appels d'offres au sujet du patrimoine immatériel, de quoi s'agit-il? De la construction des ponts en Chine, du tissage dans telle ou telle région d'Azerbaïdjan. Bref, je ne vois pas trop ce qu'ont d'immatériel ces différents objets, sinon que là, on veut se centrer sur les connaissances. Mais je crois que ce qui est intéressant dans les techniques, c'est que ces techniques sont, comme le disait Hughes, des tissus sans couture, c'est-à-dire un mixte de représentation, de travail sur la matière, qui ne peuvent pas être simplement qualifiés, même ces savoirs, d'immatériels. Il y a toujours une matière que l'on travaille, et je ne vois pas trop en quoi, si vous voulez, la notion de patrimoine immatériel peut nous être d'un grand secours. Il valait mieux dire patrimoine populaire ou patrimoine ethnologique, ça aurait été plus clair. Mais on ne voulait sans doute pas employer ces termes. Et en fait, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette notion de patrimoine immatériel, c'est de vouloir absolument dématérialiser des choses qui sont matérielles quand même et qui nous entourent. Et donc, cette espèce de veto sur ce que l'on a appelé la culture matérielle, mais cette expression même, je ne l'aime pas, culture matérielle, parce que, en fait, ce sont des aspects matériels de la culture et pas une culture matérielle autonome, si vous voulez, comme on a l'impression avec cette expression. Donc, à vrai dire, des aspects matériels de la culture, puisqu'il y a donc dans les objets à la fois des représentations et en même temps des processus techniques. Alors, ça m'amène à parler du patrimoine immatériel. J'avais lu un peu les rapports de l'UNESCO sur ces patrimoines immatériels. Et alors, ils avaient l'impression de dire que le patrimoine immatériel était quelque chose de consensuel au sein d'une société. Alors, j'ai regardé un peu sur la région que je connais, l'Iran, ce qui avait été classé en patrimoine immatériel.
Alors, il y avait en effet la nouvelle année, Nowruz. La nouvelle année, vous savez, en Iran, commence à l'équinoxe de printemps. Et donc, l'année commence avec l'équinoxe de printemps. Simplement, Nowruz, c'est quelque chose qui fédère certes toute une série de pays, de groupes, ça va jusqu'en Asie centrale, et c'est quelque chose qui nous vient, à vrai dire, des Indo-Européens, avec, si vous voulez, une conception équinoxale de l'année. Mais cette conception de Nowruz, qui vient donc de l'Iran ancien, est quelque chose qui déplaisait particulièrement aux mollahs. Est-ce qu'on pouvait tolérer que de fêter, de mettre dans le patrimoine immatériel, donc comme une consécration par l'UNESCO, Nowruz. Nowruz est quelque chose, si vous voulez, de tout à fait proscrit, et qui a été longtemps proscrit par les mollahs, qui ne voulaient pas trop entendre parler de cette manière de compter le temps, dans la mesure où c'était quelque chose qui venait de l'Iran préislamique. Alors, à partir de ce moment-là, dire que le patrimoine immatériel est quelque chose de consensuel est absurde, dans la mesure où, au contraire, le patrimoine est un objet de discussion, un objet de conflit, et non pas quelque chose, si vous voulez, qui serait comme ça, qui aurait conservé le consensus en raison de son usure par le temps. Non, il a fallu attendre une dizaine d'années pour que le régime islamique commence à reconnaître Nowruz comme quelque chose qui pouvait être fêté par les Iraniens, en ayant évidemment toute une série de restrictions à ce sujet, et notamment en montrant comment Nowruz était en fait un anniversaire important sur le plan islamique, donc de la manière dont l'archange Gabriel avait reconnu Ali comme un imam, et l'imam des chiites, bref, toute une série, si vous voulez, d'adaptations. Et en même temps, quand Nowruz était confronté à Muharram, c'est-à-dire au mois de culte du martyr de Hossein, à ce moment-là, Muharram passait avant Nowruz. Mais notez bien, consensuel, donc ça n'est pas du tout consensuel, ça n'est même pas consensuel entre les pays qui réclamaient cette érection de Nowruz dans le patrimoine immatériel. Pourquoi? Parce que vous avez un grand pays à côté de l'Iran, qui est la Turquie. La Turquie a combattu Nowruz puisque c'était une fête qui était fêtée par les Kurdes. Et d'ailleurs, dans les années 80, les Kurdes qui se suicident à Diyarbakir, c'est le jour de Nowruz qu'ils le font. Pour, si vous voulez, comme témoignage de la cause kurde. Alors à partir du moment où une coutume vous gêne, qu'est-ce que vous faites? Soit vous l'interdisez, comme ont essayé de faire les mollahs, mais ça ne marche pas parce que les coutumes, c'est quelque chose, la nouvelle année, c'est quelque chose d'important pour les Iraniens et pour n'importe qui. Et donc, vous ne pouvez pas interdire des coutumes comme ça qui sont tellement intériorisées. Soit vous dites, la coutume, c'est nous. Un peu ce qu'ont essayé de faire les Iraniens avec l'archange Gabriel, ou encore ce qu'ont fait les Turcs, en disant Nowruz, vieille coutume d'Asie intérieure, donc vieille coutume turque. Et donc il y a eu des ethnologues, des historiens évidemment, qui sont venus dire mais oui, bien sûr. Alors qu'en fait, cette coutume, si elle s'était répandue en Asie intérieure et en Asie centrale, donc c'est parce que les Iraniens l'avaient le colporté là-bas. Mais vous voyez comment donc il peut y avoir un combat de légitimité autour de l'origine d'une coutume folklorique. Et donc c'est intéressant, mais ce n'est pas du tout la vision consensuelle que voulait donner l'UNESCO. Alors, de même, d'ailleurs, il y a eu un autre emblème de la culture persane qui a été porté à l'UNESCO, c'est le taziye. Le taziye, c'est un théâtre populaire tout à fait intéressant qui a lieu en Iran et qui est autour de la passion de l'imam Hossein.
mais alors avec toute une série d'événements associés. C'est quelque chose, c'est un théâtre très populaire et un peu comme les matchs de football, quelque chose où le public participe. Ça a toujours été une obsession dans le théâtre, y compris dans le théâtre français, de la participation. Rappelez-vous Claudel qui disait « Mais oui, venez participer ». Tu parles si on avait participé à la représentation du soulier de Satan. Enfin bref, lui, il voulait aussi qu'on participe. Mais là, les gens participent. Et quand il y a un méchant, ils disent « Oui, lui, il est méchant ». Et il est habillé à ce moment-là en rouge, alors que l'imam Hossein est habillé en vert, etc. etc. Bon. Et ce tasier, donc, a été promu en élément du patrimoine immatériel en Iran. Mais il est bien évident que le tasier est une forme de théâtre qui valorise les chiites au détriment des sunnites, qui sont les méchants. Les méchants qui ont été Yazid et Shemr, donc qui ont été précisément ceux qui ont perpétré le meurtre contre Hossein et contre les gens de sa maison en 680 à Karbala. Donc on ne peut pas dire que ce soit consensuel, puisqu'il y a des sunnites quand même en Iran, il y a les Baloutches, il y a une partie des Kurdes, il y a les Turkmènes. Donc, mais là, pour l'UNESCO, tout ça est consensuel. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec cette définition du patrimoine qui serait quelque chose de policé, tout le monde est d'accord, de consensuel, embrassons-nous Folleville. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, que l'on peut reprocher à cette vision patrimoniale où tout le monde serait d'accord, où tout le monde montrait ça au pinacle. Non, ce n'est pas vrai. Donc ces réserves sur la notion de patrimoine immatériel et sur ce qu'en dit l'UNESCO. Le patrimoine matériel est aussi, si vous voulez, peut-être l'objet de conflits et d'oppositions. C'est très vrai en matière culinaire. Qui est le propriétaire de telle ou telle recette? D'où vient-elle? Alors je me rappelle comme ça un congrès à Bakou. En début d'après-midi, tout le monde somnolait, comme c'est souvent le cas lors des colloques en début d'après-midi, tout le monde digérait, et tout à coup un gars arrive et dépose sur la table un texte en anglais qui affirmait que la dolma était d'origine turque et non pas arménienne. Et donc, ça montrait, si vous voulez, la vigueur de ces antagonismes culinaires et patrimoniaux sur un objet, cette fois-ci matériel. Et donc, à quel point ce problème du patrimoine matériel aussi est un objet de conflit ou d'interrogation relative par les usagers et non pas un objet simplement de consensus. Alors, c'est vrai que moi, les objets m'ont intéressé beaucoup dans mes travaux, non seulement parce que ça représente, au point de vue du travail même que mènent les gens, mais aussi comme indice de stratification sociale. Et comment, par exemple, au Guilan, il y avait une nette démarcation sur le plan de l'habitation, sur le plan des pratiques culturelles, sur le plan du vêtement, sur le plan de la cuisine, entre différentes catégories de paysans. Il y avait les petits paysans qui avaient un djirib, c'est-à-dire à peu près 1 hectare de rizière. Il y avait une catégorie intermédiaire, c'était 2 ou 3 hectares de rizière. Et puis il y avait la haute société paysanne qui avait plus de superficie. Donc c'est vrai que les objets comme décodage, pour ainsi dire, de la stratification sociale, cela m'a aussi beaucoup intéressé. Donc patrimoine matériel aussi, dans la mesure où, bien sûr, le patrimoine matériel est aussi un élément de la mémoire et donc quelque chose qui peut souder une collectivité ou une catégorie d'individus autour d'un souvenir particulier qui est emblématisé par un objet spécifique. Alors, c'est vrai que ce qui nous intéressait beaucoup quand fonctionnait la mission du patrimoine ethnologique, c'était le problème des savoir-faire. Des savoir-faire, ces objets précisément. Aussi bien d'ailleurs les objets coutumiers, les objets anciens, que des objets plus modernes. Et donc ça a été ça l'objet de plusieurs articles, livres, numéros de terrain, etc., au sujet des savoir-faire
et des connaissances techniques manifestées par les individus, aussi bien donc, parce que vous savez, les savoir-faire, évidemment, même dans le milieu industriel, on parlait d'entreprises qui fabriquaient des voitures, mais quand vous avez la peinture d'une voiture, bah, il y a quelqu'un qui, en fin de chaîne, va mettre un petit coup de pinceau sur les endroits où ça n'a pas été régulier. Il faut savoir faire ça. Et donc ça, c'est des savoirs très particuliers qui se transmettent d'ouvrier en ouvrier. Et c'est comme, si vous voulez, la fabrique des instruments de musique. Par exemple, moi j'ai fait du saxophone dans ma jeunesse. Eh bien, vous savez, vous avez des artisans qui vous disent « Ah oui, non mais le mi bémol, il est là. » Tac. Alors les Japonais, donc toujours à l'affût de ces savoir-faire, que faisaient-ils? Ils venaient filmer l'ouvrier qui montrait son talent et sa capacité, et puis ensuite donc ils pouvaient mécaniser et exporter ce savoir. Donc il y a là, si vous voulez, tous ces savoirs, souvent qui sont indicibles, qui ne sont pas écrits non plus, parce que ce sont des savoirs qui sont transmis simplement, et où la transmission se fait plus par le geste que par la parole. Donc il faut véritablement être là pour savoir exactement comment faire, quoi faire. Bon, c'est un petit peu aussi, ça m'avait beaucoup frappé lors du décoconnage des cocons de verre à soie au Guilan, où là on avait véritablement aussi une science pour savoir ceux qui étaient en bon état, ceux qui étaient jetés de côté, etc., immédiatement, et sans que ça fasse l'objet d'un apprentissage verbal ou d'un apprentissage écrit, il y avait cette transmission de savoir par l'imitation. Alors, en même temps, ce qu'il faut bien voir quand on parle de la mission du patrimoine ethnologique et du Conseil du patrimoine, que j'avais présidé pendant quelques années, au tournant des années 2000, c'est que c'était, à ce moment-là, après ça a beaucoup changé hélas, un lieu où on pouvait faire presque ce qu'on voulait en matière d'ethnologie. Et donc on définissait des appels d'offres qui n'étaient pas forcément patrimoniaux, mais qui étaient aussi bien sur la parenté ou sur les techniques ou sur... Moi je me rappelle quand je me suis occupé du patrimoine, j'ai renoté là parce que je ne me rappelais plus exactement de quoi il s'agissait. Il y avait l'ethnologie de la relation esthétique, vous voyez. Qu'est-ce qu'un bel objet? Qu'est-ce qu'un beau sentiment? Donc l'ethnologie de la relation esthétique, ou les espaces communs des ensembles résidentiels. Vous voyez, donc c'était quelque chose qui dépassait simplement la conception habituelle que l'on a du patrimoine, ou encore l'économie informelle. L'économie informelle qui occupe dans nos sociétés une place importante, mais qui était à ce moment-là assez mal connue, alors que se développait un certain nombre d'associations de production ou de production d'objets ou encore de production de nourriture qui échappaient au circuit habituel. Donc c'est vrai qu'on avait là quelque chose d'assez extraordinaire, peut-être d'unique au monde, avec cette mission du patrimoine ethnologique qui, à vrai dire, laissait de côté le patrimoine pour s'occuper plutôt d'ethnologie à part entière. Alors maintenant, ça s'est transformé, me semble-t-il, en quelque chose où on ressent surtout sous la forme de fiches ce qu'est le patrimoine immatériel français, donc, mais c'est des fiches techniques relativement courtes. Or, je ne crois pas qu'on puisse faire de l'ethnologie avec des fiches techniques relativement courtes. Donc, ça s'est, pour ainsi dire, désethnologisé, quoi. Et c'est dommage. Mais vous savez, dans les ministères, là, il y avait eu cette impulsion. Il y avait eu l'année du patrimoine en 1980. À partir de là avait été créée la mission du patrimoine ethnologique, de grands noms dont Lévi-Strauss s'y était intéressé, Isaac Kiva aussi. Donc, s'était mis en place une structure qui était un peu parallèle à celle du CNRS, même si ce n'était absolument pas le même fonctionnement. Mais enfin, il y avait des crédits qui permettaient à de jeunes chercheurs, à ce moment-là, et j'étais pas encore trop vieux à ce moment-là, qui permettaient à de jeunes chercheurs
de se tourner vers des objets qui les intéressaient. Je ne sais pas si le football faisait partie du patrimoine, mais vous voyez, c'est par là que j'avais pu avoir quelques crédits pour faire ces études sur le football. Donc, et puis ensuite, ça s'est plutôt rapproché des objectifs que suit l'UNESCO aujourd'hui, et donc la France, qui est membre de l'UNESCO aussi, à travers ce patrimoine immatériel, mais qui, à mon sens, n'est pas très immatériel.